Bonjour, bienvenue dans cette 8e édition du Medfel. Nous allons parler aujourd'hui des nouvelles routes maritimes pour les fruits et légumes de la Méditerranée. Alors, la mer Méditerranée est une des principales routes maritimes du commerce international. Elle draine un tiers des échanges, tout produit confondu. La logistique en Méditerranée constitue un enjeu crucial et son enjeu passe par l'amélioration de la logistique maritime. Alors, pour parler de ces nouvelles routes maritimes, nous avons le plaisir d'accueillir Yasmine Seguirat El Guerab, qui est Communication Manager au SIAM, Monsieur Jordi Torrent, qui est directeur stratégie du port de Barcelone, Olivier Carme, directeur du port de Sète, bonjour, Georges Oberlé, responsable du développement commercial du port de Marseille, Jérôme Strauss, qui est directeur général du groupe H&M Port Vendre, également pour la Nouvelle, et Monsieur Hassan Abkari, directeur du port de Tanger Med. Alors, Madame Seguirat El Guerab, quels sont les enjeux de la logistique et surtout des nouvelles routes maritimes en Méditerranée? Bonjour. Déjà, merci tout d'abord de nous inviter, de nous donner la parole. Si ça ne vous dérange pas, je vais peut-être juste dire 2-3 mots sur l'organisation que je représente et, Oui, bien sûr. et dans quelle mesure ce que nous avons pu observer peut aider à clarifier, à présenter un peu le paysage de la logistique. Alors, je représente le SIAM, qui est le Centre international des hautes études sur l'agronomie en Méditerranée. Nous sommes une organisation méditerranéenne qui existe depuis 1962. Cette organisation regroupe aujourd'hui 13 pays de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée. Et la principale mission, les objectifs de cette organisation est de faire de la coopération multilatérale en Méditerranée sur les domaines de l'agriculture, la pêche, le développement rural, le développement côtier. Comment nous travaillons, enfin, les instruments du SIAM aujourd'hui sont bien évidemment le dialogue politique avec chacun des États que j'ai évoqués. Nous faisons de la coopération technique. Nous faisons également aussi de la formation sur les domaines que j'ai évoqués, de la formation pour des étudiants, donc de master, mais aussi de la formation continue. Parmi les objectifs, et c'est là où je vais arriver à la question de la logistique, parmi les principales missions du SIAM, ou en tout cas les objectifs, il y a vraiment quatre grands enjeux que nous essayons de relever, et ce depuis plusieurs années maintenant. Il y a tout d'abord la question du gaspillage alimentaire, mais pas seulement, gaspillage des ressources naturelles, gaspillage en réalité tout au long de la chaîne de production. Deuxième enjeu sur lequel nous sommes, c'est celui de la sécurité alimentaire et de la sécurité nutritionnelle. Donc, pouvoir apporter, permettre à ce que les populations de la Méditerranée puissent avoir accès à la nourriture, mais aussi une alimentation saine et de qualité. Troisième mission, développement inclusif. Nous essayons de contribuer avec les pouvoirs publics à mettre en œuvre des politiques qui soient plus inclusives auprès des publics les plus vulnérables, mais aussi des territoires la plupart du temps marginalisés et fragilisés, qui sont la plupart du temps des territoires ruraux. Et dernier grand enjeu sur lequel on est, c'est la gestion des crises et la résilience. Essayer de faire que les systèmes soient le plus résilients possible au choc en Méditerranée, et Dieu sait qu'en Méditerranée, il y en a beaucoup. Ces quatre thèmes permettent en tout cas mettre vraiment en lumière l'importance de la logistique, puisque lorsqu'on parle du gaspillage, lorsqu'on parle de la sécurité alimentaire, lorsqu'on parle de produits alimentaires qui soient sains et nutritionnels ou de développement des territoires ruraux et aussi de gestion des crises, la logistique est au cœur de tous ces éléments. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très investi. Alors ce qu'on a pu nous observer peut-être en Méditerranée sur les grands enjeux par rapport à la performance logistique, qui est, donc je le disais, un enjeu central, il y a un défi principal, c'est qu'il faut nourrir plus de monde avec une nourriture qui est de meilleure qualité, de bonne qualité. Tout ça dans un environnement ou un moment où les ressources disponibles sont moindres. La part du gâteau n'a pas augmenté, mais nous sommes beaucoup plus nombreux. Il y a bien évidemment aussi une compétition accrue, une compétition économique accrue en Méditerranée, avec l'apparition, et ça je pense que ce sera dit, de nouveaux acteurs, de nouveaux grands acteurs comme la Chine ou l'Afrique du Sud, qui viennent un petit peu redessiner cette cartographie de la logistique. Et on peut aussi ajouter
depuis quelques années aussi une augmentation de standards, des respects de critères environnementaux, sociétaux, qui viennent aussi ajouter un petit peu à la complexité de la situation. Alors tous ces défis sont encore plus compliqués, ou en tout cas sont plus très importants à surmonter pour la filière fruits et légumes, puisqu'elle a, en plus de ce que je viens d'évoquer, de particularités. C'est que de par les produits qui sont délivrés, qui sont distribués, il y a déjà une forte dépendance par rapport aux saisons de ces calendriers, et il y a aussi une fragilité de ces produits. C'est des produits qui sont périssables, donc qui nécessitent vraiment que ces défis puissent être anticipés, ou en tout cas qu'on puisse apporter des solutions plus immédiates à cela. Oui, on dit bien les fruits et légumes, de toute façon, reste l'un des secteurs les plus sensibles aux thématiques de logistique. Distance pour amener les produits du lieu de production au lieu de consommation. Oui. Alors, nous avons un panel de ce qui se fait de mieux en système portuaire, puisqu'on a le local de l'étape avec Port-Vendre, qui est quand même très très spécialisé en fruits et légumes. Nous avons Tanger, nous avons Sète, mais on en parlera tout à l'heure, qui va réactionner son terminal fruitier, Marseille évidemment, et Barcelone. Alors, Monsieur Strauss, vous êtes le local de l'étape, vous êtes quand même très très spécialisé en fruits et légumes. Dites-nous un peu comment ça fonctionne à Port-Vendre et quels sont aujourd'hui, faire la photo de ce qui se passe aujourd'hui et vers quoi vous allez aller demain. Est-ce que vous allez développer d'autres lignes maritimes? Bonjour à tout le monde. Mettez le micro comme ça. Allô? Oui, bonjour. Donc bonjour à tout le monde. Effectivement, Port-Vendre est un port essentiellement à 99% spécialisé dans le fruit et légumes. La photo, c'est à peu près 300 000 tonnes de fruits et légumes par an et entre 25 et 30 000 EVP manipulés. Le principal, il y a deux réseaux de sources d'approvisionnement. C'est l'Afrique noire, avec une ligne qui touche une fois par semaine Port-Vendre et qui dessert le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Togo et le Maroc. Et après, on a une ligne de saison, de grosse saison avec le Maroc qui fait Agadir, Port-Vendre en direct et qui touche une fois par semaine de novembre à mi-avril. Donc la dernière escale est la semaine prochaine, qui peut certainement continuer à travers d'autres moyens de rotation, comme avec d'autres. Là, on est sur du porte-conteneur qui peut déboucher peut-être sur du ro-ro pour étaler un petit peu la fin de saison. La spécificité de Port-Vendre est avant tout la proximité liée au marché Saint-Charles. Une arrivée le matin à 5h, une mise à quai à 6h, un débarquement des conteneurs à 7h et une livraison sur le marché Saint-Charles à 8h. Donc au niveau des primoristes, c'est quand même ce qui se fait de mieux. La proximité de 30 km fait que la distance est avalée en une demi-heure et le marché est de suite livré à 8h et les escales, la fin de l'escale, avant midi, tout le monde est livré. Il y a à peu près une centaine de boîtes par escale. C'est ce qui fait la force de Port-Vendre dans notre petite spécialité, notre petite niche, parce qu'on est un peu le petit pousset dans les mastodontes que sont les ports qui nous entourent, mais on a cette réactivité, cette puissance et la proximité de Saint-Charles. Et cette spécificité fruits et légumes surtout. Vous avez une spécificité fruits et légumes essentiellement, quoi. Carrément. Ouais, autant le marché Saint-Charles est livré directement en conteneur. Le reste de l'activité est dépoté sur place à travers des palettes. Il y a 25 000 m² d'entrepôt à Port-Vendre, où le bateau, pareil, arrive à peu près chargé de 4 000, 5 000 palettes le jour A, et le jour B, il repart. Donc c'est une manutention d'ananas, de bananes qui se fait extrêmement vite, un stockage tout de suite dans des conditions réfrigérées, et après un départ, l'éclatement après se fait sur toute l'Europe, Espagne, Portugal,
mais après Rungis qui part dans des mûrisseries, Lyon, Toulouse, dans toutes les... Et après, il y a une plateforme d'éclatement qui est complètement européenne. La ligne qui descend sur l'Afrique subsaharienne, elle se développe Elle se développe, alors les navires sont pleins à la remontée, et elle se développe de plus en plus à l'export, parce qu'il faut faire, redescendre les navires, et le fret se développe de plus en plus en produits, alors autres que fruits et légumes, mais c'est des produits variés et beaucoup de congelés. Donc c'est aujourd'hui le développement va passer par certainement l'ajout de lignes supplémentaires. Donc l'ajout, c'est d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Lesquels ? Et ça peut être... alors il y a des trafics complémentaires qui sont dits de contre-saison avec l'Afrique du Sud, qui peuvent venir ponctuellement augmenter la faible saison qui pour nous est la saison d'été. Et après aller voir du côté de la Méditerranée toujours ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe du côté... en Égypte ? Pourquoi pas. Et alors c'est un jeu assez géopolitique. Il suffit qu'un événement, que les Turcs ne fournissent plus la Russie, pour que la Russie commande davantage au Maroc, pour que les échanges peuvent d'une année à l'autre, il peut y avoir des échanges complètement modifiés du fait de ce jeu géopolitique ou climatologique. Donc ça, c'est des modifications qui peuvent s'opérer d'une année à l'autre, bien que les trafics soient installés et les lieux de consommation identifiés. Monsieur Torrent, vous êtes directeur stratégie du port de Barcelone. Alors, comment ça se passe à Barcelone ? Quelles sont les lignes qui sont actuellement développées et celles que vous comptez développer dans l'avenir ? Okay. D'abord, merci pour l'invitation à être ici. C'est toujours un plaisir d'être ici à Perpignan, avec qui on a des rapports très anciens, soit avec les institutions, soit avec des opérateurs qui exportent, importent à travers le port de Barcelone. Comme vous savez, deux mots sur le port de Barcelone. Nous, on est un port très diversifié, en même temps spécialisé, aussi dans les fruits et légumes, les produits réfrigérés. Pardon. Quelle est la part des fruits et légumes ? Au port, en 2015, on a fait 350 000 tonnes de fruits et légumes, un peu plus que pour vendre, mais très proche. Oui, mais il y aura plus. Non, c'est très proche. Vu la taille du port. Non, c'est très bien pour le port pour vendre. On a un trafic assez balancé parce qu'on a plus ou moins autant d'importations que d'exportations. Alors, on reçoit plus ou moins la moitié d'importations, surtout origine Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Chili. Et en Roro, le nord de l'Afrique, surtout le Maroc, à travers du port de Tanger, ici avec le collègue ici. En exportation, et ça, ce sont des produits qui arrivent à Barcelone, sont distribués partout en Espagne et aussi une partie en France, à travers le marché des Champs-Charles, par exemple, des produits du Maroc, des tomates, etc. etc. En exportation, au contraire, en exportation, surtout les exportations qui passent à travers de Barcelone, ce sont des exportations d'origine espagnole, aussi française, quelques-uns de la région ici de Perpignan, qui vont surtout vers l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, quelques pays d'Amérique du Sud aussi, l'Inde, etc. Et ça, ce sont des trafics qui devaient, moi je pense, on pense toujours beaucoup à l'importation, il faudrait penser aussi beaucoup à l'exportation. Et là, je peux rentrer un des défis que je pense qu'il y aura dans les prochaines années pour ce secteur, le secteur des fruits et légumes et agroalimentaire en général, et c'est la Chine. Okay? Aujourd'hui, nous, au port de Barcelone, on voit comment les exportations des produits alimentaires vers la Chine sont en train d'augmenter beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des produits, disons, entre guillemets, haut de gamme, ça veut dire huile d'olive, jambon, vin, etc. Mais je sens que dans le futur, il y aura un marché très grand pour la Chine des produits, des fruits et légumes d'origine européenne, non? À cause des problèmes de contamination alimentaire en Chine, qui vont chercher des produits plus sûrs, disons, européens. Non? Disons, d'autres défis qu'on va retrouver dans les prochaines années, je pense, c'est surtout
lié au ferroviaire. Est-ce que le ferroviaire va arriver à attirer les produits réfrigérés pour être distribués après partout en Europe et en France, non? Ici, par exemple, la semaine passée, on a eu une démarche du port de Marseille qui a lancé un service avec Rotterdam pour produits réfrigérés. À Barcelone, on va lancer un service prochainement aussi avec une ville espagnole. Ça, c'est un autre défi assez important qu'on va se trouver dans les prochaines années. Et l'autre, c'est le développement des services ruraux entre le nord de l'Afrique, la Méditerranée orientale, avec les ports qu'on est assis ici sur cette table, non? En concurrence, disons, avec le passage de l'étroit de Gibraltar. Non? On a des dizaines de milliers de camions qui traversent l'étroit de Gibraltar pour être distribués après en Espagne, en France, en Suisse, en Allemagne, qui font des milliers de kilomètres en camion, non? Avec des émissions de CO2. Alors, on devrait faire tous un effort pour essayer d'attirer ça sur le service ruraux reliant nord de l'Afrique, Turquie, Grèce, avec Sète, Barcelone, Marseille, Port-Vendre, etc. Alors, bon, on n'est pas là pour parler du ferroviaire, mais tout de même, vous êtes quand même lié à l'entretien et la remise en valeur du transport ferroviaire. Aujourd'hui, on en est où? Parce que pour vendre, il était question à un moment donné d'acheminer, de faire des conteneurs par train. Oui. Pour vendre, il y a eu une grosse activité par le passé au niveau SNCF. Il y a eu jusqu'à 6 voies au niveau du port. Aujourd'hui, il y a plus de... Les voies sont désaffectées. Maintenant, il suffit qu'il y ait un trafic naissant pour remettre les voies en état. Et l'interland du port ne peut croître que par les voies ferrées. C'est clair qu'aujourd'hui, on a sur Perpignan 2 plateformes d'éclatement qui sont le Boulou et Perpignan. Donc on est assez proche pour les rejoindre. Et de là, ça ouvre des possibilités vers le nord Europe ou Calais qui a ouvert. Ça peut être l'Italie, ça peut être Dourges, Lille, Bétambourg. Donc on est fortement lié aussi au trafic qui peut se développer au niveau des trains. Ce qu'il faudrait en transport de fruits, c'est d'avoir des trains de conteneurs réfrigérés et plugués. Ça n'existe pas. Le jour où il y aura un train avec une génératrice... Ça veut dire que ça n'existera jamais? Non, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des problèmes, des études de développement. Je crois ils sont sur un projet de 21 millions de développement pour faire de la récupération énergétique du train pour alimenter des wagons, pour pouvoir mettre le conteneur et le brancher. Aujourd'hui, un conteneur n'est pas autonome, à moins de lui mettre un petit clips, mais c'est pas viable. Donc aujourd'hui, le défi du train, c'est de trouver le moyen de mettre le conteneur et de le plugger. À partir de là, les marchés vont se démultiplier. Monsieur Oberlé, je vous voyais réagir. Vous êtes responsable du développement commercial du port de Marseille. Oui, bonjour à tous d'abord. Oui, effectivement, j'ai plein de réponses à faire. Simplement situer le port de Marseille dans ce type de trafic de fruits et légumes. À l'inverse de Port-Vendre, et nous sommes comme Barcelone, nous n'avons plus de bateaux spécialisés dans les fruits et légumes, puisque tous nos fruits et légumes reviennent en conteneurs IFER. Et quelle est la part du trafic fruits et légumes à Marseille? Nous avons à peu près 500 000 tonnes à l'année de fruits et légumes, donc on en fait beaucoup parce qu'on a des trafics sur l'ensemble des pays. Ça, c'est la Chine, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Amérique du Sud, c'est le Maghreb, bien sûr, c'est la Méditerranée. Donc on rayonne un peu de partout. Donc on a baissé, puisqu'avant on avait par exemple un terminal fruitier à Marseille qui a disparu depuis. On était, je crois, arrivé à peu près à 800 000 tonnes de fruits et légumes. Donc on avait des trafics comme la fruitière qui passait par chez nous et qui aujourd'hui sont sur Port-Vendre. Donc, mais c'est des trafics qui évoluent d'année en année. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu dans une autre démarche. Donc on est tout conteneur. Aujourd'hui, on n'a plus l'obligation d'avoir d'installations spécialisées, boraquées sur le port, type terminal fruitier. Donc aujourd'hui, on a des zones logistiques qui sont accolées au port, comme Distriport, où là, on a des entrepôts frigo, on a de quoi traiter ce type de produit. Alors, dans la nouveauté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur un projet européen qui s'appelle le Fresh Food Corridor,
Alors ce projet a été ciblé sur un pays qui est la Hollande et sur un autre pays qui est Israël. Et on a commencé à... Et donc 3 ports ont été choisis pour faire ces tests, puisqu'il y a Koper, il y a Venise et Marseille-Fos. Donc on a réalisé le premier test au mois d'avril. Donc on a mis en totalité 7 jours d'Israël à Rotterdam, alors qu'en réalité il fallait à peu près 14-15 jours pour faire la totalité. Alors l'intérêt de ce type d'essai, c'est qu'on peut prouver que par l'intermédiaire d'un port Méditerranée, façade Méditerranée, on peut acheminer sur des pays du nord de l'Europe avec un transit time relativement réduit, puisqu'il a fallu du jour à jour B pour acheminer un train de Fos à Rotterdam. Donc ce qui permet d'économiser du CO2, qui permet d'avoir aussi un produit beaucoup plus frais à l'arrivée et avec une qualité, bien sûr, parce qu'il n'aura pas été manipulé. Alors juste pour répondre au directeur de Port-Vendre, aujourd'hui, il y a dans ce projet Fresh Food Corridor, justement, dans le projet, il est question de développer justement l'énergie cinétique des wagons qui va alimenter justement le conteneur en froid. Donc c'est en train d'être en cours. Alors, il y a eu des essais qui ont été faits, d'après ce qu'on m'a dit déjà, sur des camions. Et après, ça va être appliqué. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait une réticence de la part des importateurs ou des exportateurs de fruits et légumes de dire, bon, faire monter un conteneur sur le train, ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il y avait un opérateur chez nous, comme Green Modal, qui faisait ce type d'opération, mais qui mettait des générateurs sur les wagons, mais ça occupait de la place. Donc au lieu de faire des trains de 40 conteneurs, on faisait des trains d'une vingtaine de conteneurs. Aujourd'hui, on a trouvé le système, puisque le premier essai a été réalisé avec des générateurs type Genset qui ont été montés sur le conteneur. Et le premier train a été fait avec 34 conteneurs 40 pieds sur Rotterdam. Mais demain, on pourra occuper la totalité des wagons, c'est-à-dire un train de 750 mètres avec 40 pieds qui montera et qui sera auto-alimenté. Donc, à la limite, au plus le trafic va se développer, au plus le coût sera réduit, quoi. Donc, il y aura vraiment un intérêt. Pour nous, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir récupérer des produits frais de ces pays. Mais Rotterdam, c'est un point aujourd'hui, mais demain, ça pourra être Londres, ça pourra être Berlin, ça pourra être n'importe où. Donc, je veux dire, aujourd'hui, des ports, on pourra alimenter, on n'aura plus besoin peut-être de faire le tour complet pour les produits de la Méditerranée, de remonter en 14, 15, 16, 17, 18 jours. Si on prend la Russie, je n'ai pas en tête, mais je crois qu'il doit falloir, pour des produits qui partent d'Israël ou de Turquie, il doit falloir à peu près une vingtaine de jours pour aller à Saint-Pétersbourg. Donc on pourra aller, peut-être pas un jour à jour B, mais un jour à jour C, et on gagnera quand même aussi moitié temps. À quelle échéance vous pensez qu'on arrive alors à là, ce schéma? dans le projet Fresh Food Corridor, on a réalisé le premier essai qui a été à peu près concluant. On a encore 2 essais à faire d'ici la fin de 2016. 2017, ça démarre. Belle perspective. Hein. Belle perspective, oui. Bon. Et surtout, on a les manutentionnaires qui se sont occupés de ça, puisque chez nous, c'est la société Sillard qui a réceptionné ce type de produit et qui nous a dit que ça serait sans problème, quoi. Voilà. Très bien. Monsieur Abkari, vous êtes directeur du port de Tanger-Med. Alors, pour vous, comment ça se passe le secteur des fruits et légumes? Quelle route maritime vous empruntez Oui. Bonjour tout le monde. Donc Tanger-Med est effectivement un port de passage pour les fruits et légumes à l'export à destination de l'Europe. Le premier port de destination est le port d'Algésiras, qui est situé à 14 km. Donc si on considère que sur cette distance, lorsqu'on organise jusqu'à 48 départs par jour, soit un départ toutes les demi-heures, avec des navires qui ont une capacité de transporter jusqu'à 300 voitures, vous avez en fait une voiture tous les 25 mètres. Donc c'est un véritable pont maritime qui aujourd'hui est très difficile à détrôner par les autres lignes maritimes qui tendent à se positionner comme alternative viable pour ce type de trafic sur d'autres destinations ou d'autres ports en Europe, et notamment le port Vendre, Sète, Marseille, Barcelone, et j'en passe. Donc c'est un avantage indéniable, mais qui aujourd'hui commence à trouver ses limites dans l'infrastructure elle-même. Donc le port de Tanger-Med est très jeune. Nous avons une capacité de faire 700 000 camions. Aujourd'hui, nous faisons à peu près 240 000. C'est environ 1 million de tonnes de fruits et légumes qui transitent, mais qui sont quand même limités donc, sur le marché européen, notamment par les quotas.
par la VIFI, par les accords du GATT, etc. Ce qui fait que, effectivement, tout le développement de la production, grâce au plan Maroc Vert qui a été mis en place il y a à peu près 3 ans et qui tend à doubler la capacité, eh bien, s'écoule sur d'autres destinations et notamment la Russie. Donc, indépendamment en fait des autres facteurs géopolitiques, le marché russe est en train de se développer de manière significative avec un autre type de trafic qui sont les navires réfrigérés et aussi les conteneurs qui partent directement d'Agadir vers Saint-Pétersbourg en 11 jours ou via le port Tangemed pour aller par exemple vers le Moyen-Orient, notamment les destinations d'Arabie Saoudite et des Émirats. Le développement sur ces lignes alternatives aujourd'hui nous intéresse beaucoup. Donc on essaye de créer des alternatives et notamment sur le port de Barcelone qui aujourd'hui est desservi par 2 compagnies maritimes que sont Grimaldi et GNV. Malheureusement, ces 2 compagnies ne sont pas forcément orientées vers le fret et font essentiellement du passager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui font que le choix de ces alternatives vont relativement tarder dans la mesure où le client final ne valorise pas encore le carbone footprint. Donc si on avait sur chaque paquet de chips, par exemple, le nombre de kilos de CO2 qui ont été produits, donc de la production jusqu'à la livraison, y compris la chaîne logistique, peut-être qu'on commencerait à favoriser le transport maritime un peu plus que le transport routier. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le transport routier donne une grande indépendance aux producteurs, puisque si vous avez produit une palette d'haricots verts, eh bien vous pouvez la charger sur un camion et l'envoyer, la vendre en Europe. Par contre, si vous êtes sur un mode conteneur, vous devez faire du FCL, du full load, et vous n'êtes pas forcément indépendant. Quand vous arrivez effectivement à Port-Vendre avec 50 unités, c'est les prix du marché qui chutent. Si vous avez un jour de retard pour conditions de mer, c'est 100 camions qui sont en retard. Si vous avez un camion qui est en retard, c'est un camion qui est en retard. Donc il y a autant d'avantages intrinsèques à chaque alternative logistique qui vont faire que le choix du chargeur va s'orienter principalement vers l'une ou l'autre indépendamment du coût. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, la sensibilité à certains facteurs et notamment le facteur environnemental et écologique vont faire que ces choix logistiques seront viables. Lorsqu'on aura la fréquence idoine, par exemple sur Barcelone, je pense que cette fréquence se situe aux alentours d'un départ par jour. Il faut un départ quotidien pour pouvoir intéresser les producteurs. Sur Port-Vendre, effectivement, c'est la capacité du port et puis aussi, surtout, sa dépendance du marché de Saint-Charles qui fait sa propre limite. Et sur, bien entendu, il y a quelques situations où la Turquie arrête de vendre à la Russie, mais c'est de la tomate ronde, c'est 300 000 tonnes par an, on n'en fait que 50 000 au Maroc. Donc en fait, ce n'est pas réellement des marchés de prédilection pour le Maroc, ce sont d'autres qualités de produits, d'autres références qui sont produites. Et malgré cela, on verra quand même se développer un certain trafic, soit par camion sur la Russie, soit directement par navire conventionnel, frigorifié, ou éventuellement par train, si on arrive effectivement à contrôler la température et à s'assurer que les conditions de voyage de la marchandise selon les normes et les standards en vigueur en Europe. Voilà. Vous avez dit que vous êtes limité dans la structure aujourd'hui. Vous avez des projets d'extension à Tanger. Lorsque je disais qu'on était limité, je ne parlais pas forcément de Tangemed, parce qu'on est en site miroir avec Algeciras aujourd'hui, et l'infrastructure étant ce qu'elle est, à Algeciras, donc qui est un port amorti, qui a plus de 100 ans. Bon, nonobstant ce fait, Tangemed effectivement aujourd'hui travaille sur l'extension du port passager roulier, avec l'adjonction de 5 quais, pour surtout répondre à la longueur hors tout des navires qui est en croissance continue, parce qu'aujourd'hui le port a été réalisé pour des navires projets de 180 mètres de long, avec quelques quais pour les longues distances qui peuvent aller jusqu'à 205 mètres. Donc on est en train d'aménager, ou d'étudier plutôt, une solution dans laquelle on pourrait rajouter 5 quais à 250 mètres chacun pour pouvoir justement suivre cette évolution de taille des navires. Merci. Olivier Carmes, vous êtes directeur du port de Sète. Il y a un très beau terminal fruitier qui a été mis en sommeil pendant 2 ou 3 ans, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et que vous réactivez aujourd'hui. Alors racontez-nous un peu
Oui, voilà. Sans rentrer dans les détails peut-être de ce qui s'est passé. L'aventure, effectivement, sur les fruits et légumes. Alors, tout d'abord, en introduction, c'est vrai que le port de Sète en lui-même est un port extrêmement polyvalent. C'est vrai qu'à la différence de ports-ventes très spécialisés, et je dirais peut-être se rapprocherait d'un port comme Barcelone, mais surtout pas la même dimension. On est un port, comme on dit toujours, un port secondaire et de moyenne dimension. Mais c'est vrai que nous sommes extrêmement polyvalents, et ce qui nous a permis de sortir une belle croissance sur 2015. C'est vrai qu'on arrive aussi bien à sortir des vracs agroalimentaires que les vracs liquides, que le roulier, sur lequel j'en discutais effectivement avec le port de Marseille. Ça a été la réussite sur 2014-2015 avec la nouvelle ligne sur la Turquie, sur lequel on fait en liaison avec Izmir à peu près 12 000 remorques à l'année, et sur lequel on doit commencer le train sur des remorques complètes à partir de la semaine prochaine, avec un départ par semaine en connexion avec la région parisienne. Alors de l'autre côté, cette polyvalence qui manque, évidemment, c'est l'activité fruits et légumes, puisqu'il y a encore 3 ans, on avait des connexions sur l'Israël, avec un investissement privé. Donc Boracay, c'était le groupe Orsero qui avait investi plus de 20 millions d'euros, et je le répète toujours, c'est un investissement privé qui a été réalisé sur le port. Le système n'a pas fonctionné, et aujourd'hui, la région a la grande différence, c'est qu'on a été à peu près pendant 2 ans sur des discussions assez compliquées, vous imaginez, lorsqu'il y a un tel investissement, et avec un arrêt aussi brutal. Donc on a récupéré au niveau de la région la propriété de l'entrepôt. Donc Port Sud de France récupère la gestion depuis le 1er décembre 2015, donc c'est tout récent. Donc nous sommes en train maintenant de remettre en route le système, de se réapproprier effectivement un si bel outil, et nous sommes en cours maintenant de lancer la commercialisation de l'outil. Donc on va lancer un appel à projet à partir du 1er juin, donc tout prochainement, mais cette fois-ci pour le commercialiser non seulement sur la totalité, puisqu'il fait quand même 22 000 m², donc Boracay, mais la possibilité de le louer tout en partie. Il y a une dizaine de chambres froides pour réinitialiser effectivement l'activité. Donc voilà, c'est le message en tout cas qui est porté. Trouver un opérateur qui puisse lui redévelopper l'activité fruits et légumes sur le port de Sète. Merci. Yasmine, vous avez un regard un peu extérieur. Bon, on a vu quand même tous ces ports qui sont très très dynamiques. Est-ce que selon vous, il n'y a pas des synergies à imaginer, à mettre en place je ne dis pas pour éviter le développement de chacun des ports, mais qui serait coûteux dans tous les cas, et avec des synergies qui pourraient provoquer peut-être des économies pour les uns et pour les autres. Si, absolument, effectivement. Donc, de notre point de vue plutôt institutionnel et plutôt avec une vision un peu politique de cette question-là, il me paraît évident que toute amélioration du trafic, du commerce maritime en Méditerranée, bien évidemment, devra impliquer des investissements économiques, mais il y a derrière un fort besoin d'avoir une impulsion politique. Et c'est un petit peu ce que nous essayons de faire au SIAM, effectivement, avec les pays que nous regroupons et qui sont concernés par ces enjeux. Et je le disais, je pense que chacun des pays avec lesquels nous travaillons sont très concernés par tous ces défis qu'il va falloir relever en termes de sécurité alimentaire, en termes d'amélioration de la chaîne du froid, par exemple. Vous avez parlé de remettre en valeur autant que possible les transports ferroviaires. Effectivement, la logistique maritime est étroitement liée à ça, puisque malheureusement, dans beaucoup de pays de la rive sud en Méditerranée, les territoires ruraux qui sont producteurs sont encore assez mal desservis, et tout ça obère un petit peu et freine un petit peu une croissance. Donc c'est ce que nous essayons vraiment de promouvoir et de mener au SIAM. Et c'est vrai que toute amélioration, toute croissance ne pourra passer que par une vision partagée de ce que doit être le commerce maritime en Méditerranée, et bien évidemment promouvoir, initier autant que possible toute forme de projet de collaboration, et effectivement imaginer des synergies entre les ports, il y a eu comme projet l'idée d'avoir une autoroute de la mer qui faciliterait, qui fluidifierait. Il y a bien évidemment lever autant que possible toutes les barrières, tous les freins bureaucratiques et les difficultés un petit peu douanières qui ne participent pas à accélérer, en tout cas à faciliter les échanges. Donc tout ceci, nous essayons vraiment de le promouvoir avec les pays qui, de plus en plus, je le disais, par rapport aux enjeux qui deviennent de plus en plus importants,
en tout cas, remettre la question de la logistique au cœur de leurs priorités en se disant qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne peut pas se faire, en tout cas, il ne peut pas y avoir de développement à l'échelle régionale sans investir vraiment sur ces questions-là. Après, il y a aussi différentes manières. Il y a effectivement donc, le dialogue politique, il y a la coopération. Donc, il faut autant que possible partager les bonnes pratiques, créer des plateformes où on va pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les marchés et vraiment essayer de réduire autant que possible l'incertitude. Et il y a la question qui est aussi centrale en Méditerranée, c'est la question de la formation. Parce qu'on peut avoir toutes les meilleures logistiques, enfin toutes les meilleures organisations logistiques. Si derrière, il n'y a pas des personnes compétentes formées pour pouvoir assurer la maintenance des dispositifs et des systèmes, ça risque d'être compliqué. Donc c'est vraiment une vision globale, en tout cas une réponse méditerranéenne à apporter en commun. Une autoroute de la mer, messieurs, en utilisant les forces de vos sites, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Êtes-vous prêt à vous investir sur ce type de projet? Une autoroute de la mer, quoi. Ça marche pas? Ça marche, si. Non, alors, finalement, autoroute de la mer, c'est non, comme il y a des choses que ça veut dire rien, non? En fait, l'autoroute de la mer, il y a déjà des autoroutes de la mer qui existent, entre Tanger et Barcelone, entre Sète et la Turquie. Donc, ça existe déjà des services, non, réguliers, qui font un trajet au moins de 24 heures parfois, 17h20, 24 heures. Alors, ça existe déjà, non? Le problème, c'est relier ça, par exemple, non, au ferroviaire, par exemple, non? Mais les autoroutes de la mer, ça existe. Il faut, je disais, qu'un des grands défis, c'est développer encore de plus ces autoroutes de la mer sud-nord de la Méditerranée, est-ouest de la Méditerranée. Mais en fait, le non, ça ne fait pas la chose, comme on dit, non? Je ne sais pas, ça me dit en espagnol, je ne sais pas si en français on dit la même chose. Ah oui, monsieur Carmes. Non, allô, oui, je voulais juste confirmer effectivement cet élément. C'est vrai qu'autour de la mer, c'est toujours surtout un terme européen et qui permet notamment d'avoir des subventions européennes. Et on le dit souvent que déjà des autoroutes de la mer existent. Voilà, et on parlait, nous, aujourd'hui sur la Turquie. Cette ligne régulière, c'est une escale par semaine avec un navire qui a une vitesse de 26 nœuds et qui, effectivement, souhaite développer la fréquence et demain arriver sur le train, etc. Le concept en lui-même est monté. Maintenant, c'est clair que ce sont des lignes qui se sont montées sans aucune subvention et qui fonctionnent dès aujourd'hui, qui sont sur le concept, je dirais globalement, d'autour de la mer. Donc c'est pas sur les fruits et légumes aujourd'hui, c'est sur plutôt des produits industriels nous concernant, mais on peut dire que les concepts existent déjà dans un certain nombre de ports qui sont autour de la table. Vous n'avez pas besoin de subventions de l'Europe pour vivre. Vous n'attendez pas après ça. Je pense que la meilleure réussite à un moment donné pour un tel projet, c'est à partir du moment où l'opérateur monte lui-même son projet et surtout, on l'a connu dans un certain nombre de ports, qu'à partir du moment où les subventions s'arrêtent, la ligne s'arrête. Donc c'est souvent le drame. Donc à partir du moment où l'industriel prend lui-même le risque, s'engage et que le système, après c'est au port d'accompagner pour une montée progressive au niveau des trafics et au niveau des droits de port notamment, mais c'est ce qui fonctionne aujourd'hui le mieux, quoi. Monsieur Oberlé, vous aviez quelque chose à dire Non, mais simplement, je voulais dire, effectivement, les autoroutes de la mer existent déjà en Méditerranée. Ouais. Nous, en ce qui concerne le port, on va parler des produits des pays européens. Nous lançons une ligne entre Marseille et Civitavecchia. Donc, Civitavecchia en Italie, donc c'est Rome. Voilà, donc on espère, c'est une ligne qui avait été lancée il y a très longtemps et qui avait capoté. Donc aujourd'hui, elle est repartie. Donc on espère que ça va marcher. Elle est repartie récemment, là? Oui, c'est récent. Là. Ça va... Alors, je ne sais pas encore si elle a vraiment tourné. Je crois qu'elle va partir ces jours-ci. C'est du tout récent. Donc on compte beaucoup sur... parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est d'acheminer les marchandises en Italie. C'est pas un souci. Il y a des produits chimiques qui y vont, il y a un tas de trucs. Mais après, c'est le retour. Donc il faut arriver à trouver du fret retour. Et c'est le problème un peu de toutes nos lignes. C'est de dire, c'est comme un peu du Maroc. On essaie de lancer depuis... pas mal de temps, une ligne entre Tanger et Marseille. Donc c'est vrai qu'on aimerait récupérer pas 240 000 remorques, mais une petite partie quand même. Alors c'est vrai, on joue sur du trafic en flux tendu. Et aujourd'hui, le problème, c'est de se dire, il faut la rapidité. Donc aujourd'hui, aller dire à un armateur, vous mettez un bateau qui marche à 24 nœuds, ça lui fait grincer les dents. Donc il n'est pas forcément d'accord. Et après, aller chercher des produits marocains, des produits finis, pour les emmener en Europe, c'est facile.
on peut les prendre, mais après il faut retourner les C'est produits. le retour. Ouais. Et c'est ça le plus compliqué. Donc c'est d'arriver à trouver, alors ramener sur la France. Est-ce que la France après a la capacité de ramener les produits, surtout dans la région où les remorques vont se situer? Et c'est ça le plus difficile. Et après, comme on a parlé aussi, la ligne maritime quand même, ça a des inconvénients. C'est ce que le directeur du port de Tanger nous a dit, c'est qu'il y a des inconvénients. Il y a une mer, il y a une grève, voilà. Donc aujourd'hui, les transporteurs, malheureusement, ne sont pas prêts à prendre le risque, à rebasculer sur du maritime. Et c'est ce qu'on essaie de leur dire aujourd'hui. Les ports français sont fiables. Donc il n'y a plus de soucis. Alors c'est vrai qu'il y a des risques, il y a d'intempéries. Et malheureusement, on a calculé que pour certains trafics marocains, le camion devait être libéré avant midi, le lundi matin avant midi. Si le bateau a du retard parce qu'il y a eu un problème au niveau de la navigation, que le camion est libéré dans l'après-midi, eh ben, ça le fait malheureusement. Ça risque de lui poser des problèmes lorsqu'il va arriver à l'entrepôt. Voilà. Aujourd'hui, je pense que pour lancer ce type de ligne, donc c'est vrai qu'il y a les transporteurs à voir, mais il y a aussi les importateurs, exportateurs, ce qu'on appelle les chargeurs, à aller voir et à discuter avec eux et à leur dire qu'aujourd'hui peut-être il y a juste un petit truc, enfin un petit sourire quand même. Les gens attendent 30 jours un bateau qui vient d'Asie et ils veulent leur conteneur dans l'heure qui suit, quoi. Voilà. Alors donc c'est pareil pour le Maroc. On va attendre peut-être 2-3 jours que le camion arrive, mais s'il n'est pas arrivé à 8h du matin, s'il arrive à 8h05, on ne le prend plus. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a quand même peut-être autre chose à voir et se dire, bon, on veut économiser du CO2, on veut éviter que les camions aillent sur la route. Il y a d'autres solutions, comme le maritime, comme le ferroviaire, mais c'est vrai qu'il y a des aléas. Aujourd'hui, bon, les grèves, on parle des grèves de la SNCF, comme j'ai vu le petit mot sympa là sur la télé. Aujourd'hui, il faut voir que SNCF, c'est vrai que ces réseaux ferrés de France, on passe, mais les 3/4 des transporteurs ferroviaires, si on prend dans le projet Freight Food Corridor, c'est Europort, c'est un privé qui tracte les trains, c'est plus SNCF. Donc aujourd'hui, le réseau ferré est quand même ouvert, et même si on regarde du côté Port-Vendre-Saint-Charles, vous avez beaucoup d'opérateurs privés qui tractent les trains. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous êtes autour de la table, vous parlez, en dehors de... Quand vous rencontrez sur les sols, non, bon, on a parlé de synergie, mais c'est vrai que demain, il faudra certainement accroître ces synergies. Est-ce que vous vous réunissez, vous parlez Alors, peut-être juste un élément déjà, ce qui est important, c'est que tous les mois, à travers l'Union des ports français, il y a quand même une réunion avec l'ensemble des ports français, surtout avec les grands ports maritimes, sur lesquels effectivement les ports décentralisés essaient également de se faire une place. Donc c'est vrai que ça c'est l'occasion de se rencontrer. Et puis de manière assez générale, en tout cas évidemment, en tout cas le port de Tanger, nous je sais qu'on a des contacts, je dirais des discussions assez régulières avec le port de Barcelone. On s'est encore vu il y a quelques temps effectivement sur le port de Sète, on échange, on essaie toujours de trouver des solutions sur lesquelles on a un intérêt commun, c'est le développement du trafic. Avec Port-Vendre, on échange sur certains éléments, même si aujourd'hui sur les fruits et légumes, on n'est pas encore effectivement présent, mais on regarde évidemment attentivement ce qui se passe et l'exemple qui est fait sur ce type de port. Et puis avec Marseille, on a quelques connaissances communes, mais de toute façon, Marseille, on a aussi un certain nombre d'exemples à prendre par rapport à la taille d'un tel port par rapport au nôtre. Merci. On a beaucoup parlé de Maroc, de Turquie. L'Égypte, qui quand même importe, si je ne m'abuse, près de 3 millions de tonnes de fruits et légumes. Non, 1 million de tonnes de fruits et légumes et exporte près de 3 millions de tonnes. Vous travaillez avec l'Égypte? C'est plutôt les ports italiens, non? Alors, oui, comme on disait tout à l'heure, nous, sur l'Égypte, on reçoit des pommes de terre, mais pas tous les produits. Oui. Alors, le problème, c'est ça. C'est après, je sais qu'il y a beaucoup de produits qui partent directement sur l'Angleterre, sur des ports italiens, sur des ports même comme Koper, qui remontent après sur la Russie. Après, tout dépend de l'orientation des produits et des besoins de consommation. Je pense que le Maroc est un très bon exemple, au moins sur son marché global des agrumes et des légumes, où il fixe des pourcentages par pays
et d'après ce que j'ai compris, hein, et se maintient sur ces pourcentages pour éviter d'inonder un pays au détriment d'un autre. Voilà. Donc ils maintiennent leurs clients en disant, aujourd'hui par exemple le Canada c'est 20%, la Russie c'est 30%, voilà, et ils maintiennent là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu des pays comme l'Égypte doivent faire pareil en fonction des bassins de consommation. Je ne sais pas, peut-être que le SIAM pourra répondre, mais du moins sur le Maroc, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais allé à Agadir, et on m'avait vraiment expliqué l'orientation des exportations marocaines. Monsieur Strauss, vous aviez quelque chose à dire? Non. Bon, ce débat touche à sa fin. Yasmine, on va vous donner le mot de la conclusion. Honneur aux dames. Merci. Oui, alors effectivement, ça c'est coupé. Vous m'entendez? Oui, oui, ça marche. Oui, effectivement, donc ça dépend des produits. On assiste à une diversification de plus en plus maintenant de produits. Il y avait les produits traditionnels, maintenant de plus en plus, les pays cherchent à aller vers des produits à plus forte valeur ajoutée, et notamment, il y a quelque chose aussi à regarder du côté de toutes les filières bio qui sont en train de peut-être devenir quelque chose de prometteur pour la région. Alors moi, si je dois donner juste un mot pour conclure, il y a effectivement toute une série de freins logistiques et des améliorations technologiques à avoir, mais je pense qu'avant tout, il faut aussi, et on a de cesse de le répéter, avoir peut-être une vraie vision politique, c'est-à-dire avoir un projet en commun. Et nous, je sais que par exemple au SIAM, on promeut énormément ce qu'on appelle la diète méditerranéenne, non seulement comme un régime ou une diète qui est très bonne en termes de nutrition, mais qui vraiment permet de créer de l'emploi localement, qui permet de participer justement à cette meilleure visibilité des produits en Méditerranée. Et donc, je pense qu'à terme, autour de grands projets de valorisation d'un patrimoine en commun de produits issus de la diète méditerranéenne, où les fruits et les légumes constituent la part essentielle, je pense qu'on va vraiment pouvoir peut-être consolider, ou en tout cas renforcer des synergies qui existent et que vous avez déjà évoquées, mais peut-être avec un objectif commun. Voilà, si je peux. Merci Yasmine. En tous les cas, j'ai été très heureux de vous accueillir. Il est dynamique le transport maritime dans notre Méditerranée. Et je vous souhaite bon vent et bonne réussite pour la suite. Merci.